Et pour en débattre, Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonsoir Gamal Abina, merci d'être avec nous. À ses côtés, Nader Alouche, journaliste. Bonsoir à vous également. Donc une polémique avec cette jeune femme qui a blasphémé, entre guillemets, volontairement, je le dis, alors que ce n'était pas un blasphème pour la justice. Vous comprenez déjà que cette affaire ait créé la polémique, Gamal Abina. Ça vous a étonné ? Non, ça m'a étonné, pour tout vous dire, parce que j'ai reçu cette information il y a 2 jours. C'était monté en épingle dans les réseaux sociaux. Je ne m'attendais vraiment pas à une telle ampleur, parce que bon, on parle quand même d'une gamine de 16 ans. Et quand j'ai vu à quel niveau on est arrivé de débat national sur une affaire qui est au départ privée, je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que ça dit justement, selon vous, que ça ait atteint ce niveau de débat? C'est que ça dit quelque chose. Oui, clairement, la France est scindée en deux. Aujourd'hui, il y a les laïcs et les laïcards, qui sont dans le rang des laïcs, et puis il y a les autres qui sont croyants, pas nécessairement musulmans. Vous avez les juifs qui sont impliqués là-dedans et qui ont. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un du consistoire. Ces questions-là les intéressent vraiment parce qu'ils sont inquiets, je vous le cache pas. Ouais. Et puis les catholiques, évidemment, et évidemment les musulmans qui sont en première ligne, parce que c'est ce qui pose problème en France aujourd'hui. Donc c'est vrai que là, on peut se poser la question de savoir pourquoi on est scindé en deux. Nader Alouche. Écoutez, moi je crois que l'affaire est grave. Nous parlons d'une jeune fille de 16 ans qui se trouve aujourd'hui menacée, empêchée d'aller à l'école dans le pays des droits de l'homme parce qu'elle a dit, somme toute, cette phrase tout à fait anodine, je crois, l'islam c'est de la merde. Écoutez... L'islam est une religion de haine, le Coran c'est de la merde, pardonnez-moi de reciter cette phrase, mais voilà, c'est ce qu'elle a dit précisément. J'aimerais que nos concitoyens musulmans nous prouvent le contraire. La vérité, c'est que... Vous attaquez fort, là. On va avoir quelques problèmes. La vérité, madame, c'est que l'islam est la religion d'un prophète qui, dixit les sources scripturaires de l'islam lui-même, était un pédophile. Qui a eu des relations... Non, chère madame, l'islam est la religion... Quand je voulais prendre le relais de la jeune fille, là... L'islam est la religion d'un prophète. Qui a eu des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans, Aïcha. Cela se trouve dans la biographie canonique de Muhammad. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en Irak, madame, il y a eu un projet de loi pour abaisser l'âge légal du mariage à 9 ans pour les filles. Et aujourd'hui, nous avons des organisations musulmanes en France, telles que l'UOIF, qui invitent des hommes comme M. Al-Qardawi, qui nous disent pas moins que cela. Il est légal d'avoir des relations sexuelles avec des fillettes de 9 ans. Alors moi, je demande à nos concitoyens musulmans qu'ils nous prouvent que l'islam est une religion de valeur. Pour ça, encore faudrait-il qu'ils réforment leur discours et peut-être aussi qu'ils réforment leur historiographie. Nader Alouche, je vais laisser répondre Gamal Abina. Vous avez conscience, effectivement, ce genre de propos peuvent extrêmement choquer, notamment les musulmans qui nous regardent. Ça peut être potentiellement assez explosif. Vous assumez ou vous êtes dans une forme de provocation? Si ces propos les choquent, alors il n'y a qu'une chose à faire. Qu'ils quittent l'islam ou l'orthodoxie musulmane, peut-être pour des mouvements plus hétérodoxes. Il y a peut-être des musulmans tout à fait modérés qui sont catastrophés par ce Mais alors qu'ils interrogent leur texte. Ce n'est pas moi qui dis que Mohammed a eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 9 ans. C'est écrit dans sa biographie canonique. Alors que les musulmans Gamal Abina, je vous laisse sur cette biographie alors, la source canonique, je vais la donner. Je reconnais que Non, mais je vais donner la source canonique, elle s'appelle l'extrême droite. Et là, je suis choqué du propos parce que c'est les gens d'extrême droite qui, à longueur de journée dans les réseaux sociaux, nous balancent 9 ans. D'abord, il n'a jamais eu de relation sexuelle avec une femme de 9 ans. Je rappelle que... C'est le hadith. C'est un hadith, voilà. Maintenant, c'est pas le Coran, c'est le hadith authentique, authentique. On en dit ce qu'on voudra des hadiths. Okay. Alors, qu'est-ce que vous appelez pour ceux qui ignoreraient... Alors, hadith, je traduis la tradition islamique. Il y a donc le Coran, qui est le texte révélé de Dieu, dans lequel il y a rien de tout ça. Et il y a ce qu'on appelle les hadiths, donc c'est ce qu'on appelle la tradition de la sunna. La sunna, c'est la tradition. Les hadiths, c'est les textes qui disent comment se comporter le prophète à une époque. Alors, de Talmud pour les juifs, ce qu'on appelle le Talmud pour les juifs, c'est l'explication du texte, c'est ça? C'est ça. Notamment. Je vais juste finir parce que... On essaye de comprendre parce que voilà, on n'est pas l'explication du texte, c'est pas une erreur. Je connais quand même un peu mieux ma religion que monsieur. Donc, je vous rappelle, cher monsieur, que je suis chercheur justement sur le monde arabe. Et moi, je suis musulman, c'est encore plus sympa. Et je viens d'une famille musulmane et j'ai travaillé avec Al-Azhar, cher monsieur.
monsieur. Donc, ce que je vous dis, c'est que dit le grand imam al-Araj lui-même. Je vais finir. J'ai travaillé à la mosquée de Paris. Dommage, donc je suis un peu plus sourcé. Donc moi, je m'intéresse au texte et je m'intéresse pas à la propagande d'extrême droite. On est très clair. Les hadiths qu'il dit être authentiques, il y a toute une série de... Alors, les hadiths, c'est des textes qui décrivent la vie du prophète. Hein. Oui. C'est pas le texte de Dieu. Hein. Et ce sont les propos du prophète Mohammed lui-même. Il y a des méthodes, la communication, c'est à deux, c'est pas tout seul. Oui, non, mais monsieur, je vous corrige. Vous dites une erreur. Vous dites une erreur. Ce ne sont pas des explications. Vous ne me corrigez pas, je vous corrige. Non, je vous donne une leçon de... Non, mais attendez, laissez-vous, excusez-moi, essayez de nous écouter parler. Voilà. Que signifie hadith en arabe, cher monsieur? Donnez-nous la traduction en arabe. La traduction française de ce mot arabe. C'est un débat respectueux, on va s'écouter parler. Donc je finis ce que je dis. Ces fameux hadiths dont il parle, qui sont une description de ce qui s'est passé du temps du prophète, ont été reportés 200 ans plus tard. L'authenticité de pas mal d'entre eux peut être remise en question parce que c'est pas des textes révélés, c'est pas des textes qui ont été reconstitués tout de suite, il a fallu 200 ans. Bukhari, Muslim, c'est les deux personnes qui ont fait ces recherches pendant 30 ans. Donc après, on a mis tout dans les hadiths. Mais par contre, ce propos qui est tenu, où on parle de pédophilie, mais c'est grave. Alors, quand on fait... Ah oui, c'est grave. Non, j'ai pas fini. C'est grave en effet que des gens... J'ai pas fini. Mais j'ai pu parler avec Le Pen tranquillement, et avec vous, c'est pas possible. On va s'arrêter quand même. Mais non, Le Pen m'écoutez. Vous m'écoutez. Donc je finis mon propos. Un historien, et pas des rigolos, un historien sérieux, vous expliquerait ce qui s'est passé et pourquoi le prophète s'est marié avec 9 ou 11 femmes. C'était une question de stratégie et d'alliance avec des tribus. Donc c'est uniquement pour ça. La femme qu'il a chérie, elle avait 40 ans, je le rappelle, 10 ans de plus que lui. Alors quand vous me sortez ce genre de délire pour essayer de salir une religion, je trouve ça lamentable. Maintenant, on va revenir sur ce sujet. Quand même. Oui, essayons, une fille de 16 ans dérape. Alors, les insultes que vous avez produites, malheureusement, sont incomplètes. J'ai tout entendu. Oui, effectivement, je les ai. Ça va très loin. Si c'était juste ça, bon, c'est pas bien, hein, mais elle va beaucoup plus loin. Elle va dire... Elle ne dit pas « je critique la religion » comme ce qu'elle essaie de le rattrapage un peu minable qu'elle a fait derrière. Elle attaque des musulmans. Alors, il faut recontextualiser. Son premier propos, c'est de dire quoi? Moi, les Arabes, c'est pas ma tasse de thé. Ok, très bien. Donc, il y a une connotation ethnique que j'ai pas aimée. Ensuite, quelqu'un a dû lui répondre de travers, on n'a pas le détail. Et après, qu'est-ce qui se passe? Juste derrière, elle commence à insulter quoi? Pas les religions, l'islam. Alors, Gamal, juste Abina, pour explication. Alors déjà, il y a eu une décision de justice, ça, il faut bien le dire. On dit rapidement. Hein. Voilà, c'était pas effectivement. Qu'est-ce que vous sous-entendez rendu rapidement? Nous sommes en France, cher monsieur. Vous accusez la justice. Nous sommes en France. Vous accusez la justice française de rendre des décisions arbitraires. Non, mais vous venez de dire rapidement avec un sous-entendu. Je suis à côté de vous, j'ai entendu, monsieur. Accusez-vous la justice française d'avoir pris cette décision trop rapidement? Est-ce que vous accusez la justice française d'avoir condamné Dreyfus? Enfin, arrêtez le délire, c'est pas la perfection. C'est pas la perfection, la justice française. Il y a aussi des pressions du gouvernement, il y a aussi une pression sociale, il y a tout un tas de choses. Ah non, il n'y a pas eu une pression du gouvernement, parce que la garde des Sceaux a dit quelque chose de juste. allée dans le sens, effectivement. Mais elle était juste, la garde des Sceaux. Voilà, justement, on lui a reproché de ne pas respecter l'indépendance de la justice et plutôt d'aller dans le sens, effectivement, la garde des Sceaux est dans son rôle, elle est juste, elle garantit. Elle est garante des institutions et surtout de l'indépendance de la justice. Absolument. Après qu'elle se prononce sur une chose, parce qu'elle a dû être aussi choquée. Je veux dire, on parle quand même pas de choses gentilles. Quand elle dit, c'est des insultes violentes. Hein. Alors évidemment, de la part d'une gamine. Alors c'est vrai la justice a abandonné les poursuites contre elle. C'était pour elle une des raisons personnelles, une opinion personnelle qui, on le rappelle, n'est pas condamnée en France. Les appels à la haine, à l'incitation à la haine qui sont condamnés. Cette jeune femme, juste pour notre information, a expliqué avoir tenu ses propos, après avoir été insultée et harcelée par des internautes. Voilà. Alors on ne va pas se substituer à la justice ici, effectivement. Mais est-ce que ça veut dire tout simplement que dans notre pays, on ne peut plus critiquer toutes les religions et que c'est totalement explosif? Ce sont des sujets qui sont, vous voyez, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu dur, hein, l'ambiance qu'il y a sur ce plateau. Oui, mais c'est pas vrai qu'il est créé, hein. Chère madame, sur France Inter, radio du service public français, nous avons entendu cette chanson tout à fait ignominieuse, Jésus est pédé. Oui. Quelle a été la réaction de la conférence des évêques de France? A-t-on eu une réaction? Ils n'ont plus de pouvoir. A-t-on eu une réaction égale à celle du délégué général du CFCM qui a osé dire sur un plateau de radio, elle l'a bien cherché, elle doit assumer les conséquences de ce qu'elle a dit. Bon, il y a un homme qui a dit ça. Lorsque le père Jacques Hamel a été assassiné par un terroriste
Mais quel rapport? Revendiquant de l'islam. Quelle a été la réaction de la conférence des évêques de France et en particulier de l'archevêque de Paris? C'était une réaction toute en dignité et en mesure. Mais quel rapport? Nous aimerions avoir en France des musulmans comme nos catholiques, c'est-à-dire des musulmans mesurés. Soumis. Non, les catholiques sont soumis en France, cher monsieur. Vous dites donc sur le plateau de Rushka Koudaï que la conférence des évêques de France est soumise. Oui, ils ont soumis Vous insultez le catholicisme français, cher monsieur. Vous reprochez à une adolescente d'insulter l'islam et vous insultez le catholicisme français et ses institutions. C'est un journaliste, ça, c'est une blague. On va essayer de rester respectueux et on va surtout raccourcir ce débat. On les écartant du pouvoir. La laïcité a soumis l'Église catholique. Donc pour vous, la laïcité, pas pour moi, pour l'histoire. La laïcité est une mesure de soumission de l'Église catholique. C'est votre vision. Non, c'est l'histoire, mais vous ne connaissez pas l'histoire. L'ignorance, vous il y a beaucoup d'écart. Gamal Abina, précisez votre pensée. Répondez dans le calme et on essaie. Oui, mais je suis dans le calme, mais il a du mal à se contenir. J'essaie de le calmer parce qu'il dit beaucoup de bêtises et il est ignorant d'histoire. Quand on est ignorant d'histoire, on ne parle pas comme ça. Donc je commence par le début. Effectivement, en 1905, par une voix, ils ont, je parle de la gauche, écarté l'Église de l'éducation. Ils les ont écartés du pouvoir. Ils ont écarté de tous les moyens de pression que l'État avait. Ils ont libéré l'État de l'Église. C'est une réalité. Ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. La laïcité s'est fondée, non pas pour apaiser les tensions, on n'avait plus en France. Elle s'est fondée uniquement pour écarter l'Église de l'État. C'est tout. Ça ne vous plaît pas? Prenez un bouquin, vous allez adorer. Ensuite, deuxième chose. Concernant vos écarts, vous allez me parler de terroristes. Je ne vois pas le rapport avec le sujet. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a 2-3 excités tarés qui ont été ratés dans la vie et qui ont pris des calages en se revendiquant d'une nébuleuse qu'ils connaissent même pas qu'il faut confondre ça avec le reste. Je vais vous parler d'une histoire qui va vous intéresser. Et là, ça va vous intéresser. On a fait monter en épingle une fille de 16 ans qui est insultante. Un concours d'insultes, ça se réduit pas à ce qui a été dit. C'est beaucoup plus grave. OK. Ça mérite la une, ça mérite pas la une. Il y a une fille qui a été violée il y a 1 mois par 2 voyous d'origine maghrébine. Elle a été filmée sur Snapchat. Ça aurait dû faire le tour des médias parce que les médias, les réseaux sociaux font monter en épingle des choses sales. Ça, on n'en a pas parlé. Pourquoi on n'a pas parlé? Pourtant, elle a été violée, c'était grave. Il y a un garçon qui a été tué par 2 voyous en banlieue. Il a été jeté dans le canal de l'Ourcq et ça a été filmé sur Snapchat. Ça fait marrer toutes les racailles, sauf ce malheureux et sa famille. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Là, il y a mort d'homme. Il y a une femme qui a été violée. Pourquoi vous n'êtes pas là-dessus? Ah, on va parler d'une jeune fille qui a dit des conneries, qui a provoqué parce qu'on l'a provoqué. OK. On l'a provoqué pourquoi? Parce que madame, j'ai appris aujourd'hui, qu'elle était homosexuelle et qu'elle le revendiquait. Elle a le droit. Chère madame, combien de viols y a-t-il en France tous les jours? Combien de viols y a-t-il en France tous les jours, y compris filmés, diffusés sur les réseaux sociaux? La différence entre cette affaire, qui est un fait divers, et l'affaire Mila, c'est que l'affaire Mila est politique. Elle touche à la liberté de blasphémer. L'affaire Mila a une dimension politique, vous le savez très bien. Non, je sais pas. Vous le savez très bien. Je sais que c'est récupéré politiquement. Quelle est la dimension politique d'un viol filmé diffusé sur les réseaux sociaux? Il y a eu plusieurs lois. Justement, pour lutter contre les violences sexuelles. Et je vous répète, dans quel contexte cette jeune femme a-t-elle été violée et filmée? Rappelez-moi, cher monsieur. Dans quel contexte? A-t-elle été violée? Mais dites-le nous, moi je ne sais pas. C'est vous qui avez lancé ce sujet. Dites-nous, expliquez-nous. Elle a été violée dans le contexte de l'obsession d'exister sur Internet et sur Snapchat. Qui étaient ces violeurs? 2 voyous. Deux voyous, mais qui? Deux voyous. J'ai pas leur nom, leur prénom, c'est comme cette jeune fille. Monsieur, vous parlez d'une affaire. Moi, comment s'appelle Mila? Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, chère madame. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui en banlieue, dans de nombreux territoires français, à majorité musulmane, des filles qui subissent des violences sexuelles, également des mutilations sexuelles. Je vous rappelle qu'à Londres, il y a encore quelques mois, il y avait un procès pour excision et que la Ligue du droit... Mais cher monsieur, il en va de ce dont vous parliez, c'est-à-dire les violences sexuelles. Les violences sexuelles. Vous parliez de violences sexuelles et je vous dis que la plupart des violences sexuelles en France sont commises dans un contexte musulman. Ça c'est raciste. Oui. Ça c'est raciste. Non, ça n'est pas raciste, monsieur. Alors, je vais donner des chiffres quand même à ne pas dépasser le cadre de la loi. Fantaisistes. La plupart des femmes qui sont tuées en France, on a la liste, dommage, elle existe la liste. Bizarrement, c'est les noms d'européennes. Ça veut dire que, majoritairement, pas toutes, il y a 10% d'étrangères, et les européennes, les mecs violents dans le monde entier, ont des comportements violents vis-à-vis des femmes, et c'est les sagouins, c'est tout. Mais bien sûr, non, mais non, pas bien sûr. Pas dans les balles. Vous êtes une femme battue à Saint-Denis. Alors, Nader Alouche, c'est vrai que c'est dans tous les milieux. Les chiffres sont... Et dans la haute bourgeoisie française, c'est connu aussi. Vous êtes une femme battue à Saint-Denis. Quels sont vos moyens? Quels sont vos moyens? La police, comme tout le monde. Mais la police, comme tout le monde. Vous savez, il a été effectivement prouvé que la police, c'était assez compliqué, justement, il y avait peu d'écoute sur ces questions de violence conjugale, et effectivement, le cas n'avait pas l'air, pour le coup, particulier en Seine-Saint-Denis. Ce qui est impressionnant, c'est que ce monsieur nous dit, qui est journaliste, nous dit
dans les quartiers musulmans, parce qu'il y a des quartiers musulmans, ça va arriver, c'est nouveau. Hein, Il y a des quartiers à majorité musulmane. Non, c'est faux, c'est faux. Il n'y a pas de quartier à majorité musulmane. Il y a des quartiers à majorité maghrébine. Ils ne sont pas tous musulmans. Dans ces quartiers-là, il y aurait, soi-disant, une sorte de syndrome. Ça me rappelle Kamel Chostruc, que je me C'est vrai que vous avez beaucoup de chrétiens d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie. Hein, mais dans les quartiers, aujourd'hui. Mais dans les quartiers, il n'y a pas que des musulmans. Hein. Je le découvre. Les gens des RDC, ils sont musulmans, non. Les Congolais sont musulmans, non. Mais c'est un truc de fou. Faut arrêter La vérité, c'est qu'il y a très peu de personnes d'origine maghrébine qui ont une religion différente. Mais on parle pas de ça. Dans les quartiers, dans les cités impopulaires, c'est comme ça que je les appelle, il y a des concentrations d'étrangers. Les Portugais sont musulmans. Mes chers messieurs, les Espagnols sont musulmans, ils sont nombreux. Hein. Mais faut arrêter vous avez osé dire, dans les quartiers à majorité musulmane, c'est là où il y a le plus de viols. Ça s'appelle du racisme. Non, j'ai dit, cher monsieur, qu'aujourd'hui, il y a une actualité sur les violences sexuelles en relation avec l'islam. C'est un mensonge. Non, ça n'est pas un mensonge. Non, mais on ne va pas rentrer dans ce débat de toute façon. On ne vous mettra pas d'accord et on n'a pas de chiffres. Et c'est vrai que c'est un débat compliqué. Gamal Amina, plus prosaïquement, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'il est plus compliqué, peut-être c'est l'accusation, en tout cas, de votre contradicteur à côté, est-ce qu'il est plus compliqué on s'était posé cette question à l'époque de Charlie Hebdo, de critiquer l'islam en France? Est-ce qu'on peut critiquer Mahomet? Est-ce qu'on peut critiquer l'islam? Est-ce que c'est une chose, mais il y a une différence entre critiquer et insulter. À l'époque, on nous a fait le coup de « je suis Charlie ». Maintenant, si je suis Mila, c'est encore plus ridicule. 16 ans, bref. Ah, c'est ridicule, je suis Charlie, cher monsieur, vous dites... J'ai pas fini. Non, vous venez de dire... Non, mais transformation de ce que je dis. Transformation de ce que je dis. Transformation de ce que je dis. Ridicule, cela s'appelle un comparatif de supériorité. Ça veut dire que Charlie Hebdo, je suis Charlie, était ridicule. Et je suis Mila, est encore plus ridicule que je suis Charlie. Monsieur, c'est scandaleux, je ne peux pas vous laisser dire ça. Si vous pouvez. Il y a eu beaucoup de journalistes morts. Beaucoup de journalistes ont été morts. La rédaction de Charlie Hebdo a été décimée. Le mot de la fin, Gamal Amina. Juste pour finir rapidement. Donc, je poursuis le mot de la fin. Avant d'être coupé. Je dis à l'époque, on nous a intimé d'être Charlie, et aujourd'hui, je suis Mila qui est ridicule. C'est je suis Mila qui est ridicule. On vous a intimé, on vous a obligé. Donc, intimé est synonyme d'obligé. Ah oui, je pense que les téléspectateurs connaissent assez bien la langue française. Intimé est synonyme d'obligé. On nous a obligés à être Charlie. Je finis. Ce que je veux dire par rapport à Monsieur Gamal Amina, retenez son nom. Tout ce que je dis. Bah oui. Alors, tiens, je me kiffe. Je veux dire simplement, c'est que par rapport à Charlie, on nous a dit vous êtes avec eux ou vous êtes contre eux. C'est ça l'idée. Or, c'est pas comme ça que se rédigent les choses. On doit réfléchir en se disant il y a quoi. Moi, je suis Canard enchaîné. Ça va pas le plaire. J'adorais Cabu. Dommage, hein. Il a été tué. Donc j'adorais Cabu, mais j'adorais Cabu dans le Canard. C'est juste dommage. C'est juste dommage. Pourquoi il faut choper en plus que tout le monde? C'est ridicule là. Non, je pense qu'il y a un moment, les mots sont révélateurs de l'importance. Dommage pour vous. J'adorais Cabu, dommage pour vous. Je traduis parce que vous avez du mal avec le français. Oui, vous avez beaucoup de mal avec le français. Donc non, mais ça marche pas. En plus, vous êtes raciste. Non, vous êtes pourquoi raciste? Bon, le mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin. Raciste, n'importe quoi. C'est la même origine que moi, ça me fait rigoler. Bref. Donc, ce qui se passe, c'est que à l'époque, il y avait vous êtes pour ou contre Charlie. Moi, j'ai dit que j'aimais pas Charlie Hebdo. Pourquoi? Pas parce que tuer des dessinateurs, je suis dessinateur de bande dessinée. Dommage. Hein. Donc, tuer des dessinateurs, c'est inique, c'est intolérable. En revanche, moi, ma préférence, c'est de se porter sur le Canard enchaîné parce que je rigolais avec le Canard enchaîné. Charlie Hebdo ne me faisait pas rire. C'est comme Bourvil, Louis de Funès. On n'a pas le même humour. C'est une question d'humour. Là, ça devient quoi? Si vous n'êtes pas Charlie, vous êtes un criminel, un terroriste. Mais c'est quoi ce délire? Moi, j'ai aucun rapport avec ces gens-là. Les racailles dans banlieue qui sortent les calages pour tuer des gens, je les déteste autant que vous. Ce ne sont pas des racailles, monsieur. Ce ne sont pas des racailles. Ce sont des musulmans orthodoxes. Ce sont des musulmans orthodoxes, absolument. Qui pratiquent le rite sunnite. Qui pratiquent un des 4 rites sunnites. Qui pratiquent un des 4 rites sunnites à la lettre. À la lettre, comme on le pratique au Maroc, d'ailleurs. À la lettre. Ah ouais? Au Maroc? Absolument, cher monsieur. Vous êtes ignorant du Maroc, j'y vis. Pardon? Vous êtes ignorant du Maroc. Que se passe-t-il pour les musulmans qui quittent l'islam au Maroc? L'apostasie peut mener à la peine de mort. C'est dans le droit marocain, cher monsieur. Peut-être que le Maroc ne l'a pas pratiqué, mais ça demeure peut-être. Peut-être qu'il ne l'a pas pratiqué, mais en théorie, ça reste possible. Le port du pantalon chez les femmes en France est interdit par le code Napoléon. Est-ce qu'on l'applique? Non, c'est ridicule. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand monsieur ne connaît pas la banlieue, il la connaît pas du tout. Quand monsieur caricature la banlieue pour ethniciser et dire c'est majoritairement musulman, c'est qu'il n'y a jamais été. Et quand monsieur vous y avez jamais été. Écoutez, je vis à Paris. La banlieue, Paris, c'est Paris. Je vis à Paris et je me déplace régulièrement en banlieue parisienne, cher monsieur. Neuilly, c'est pas la banlieue. Mais vous savez, si seulement j'avais le. Il faut aller à Aubervilliers, hein. Non, cher monsieur, mais il faut aller. Ah, tiens, je vais tous les lundis étudier à Aubervilliers, à la Maison des Sciences de l'Homme, cher monsieur. Donc vous voyez, non mais c'est mal tombé, c'est mal tombé. Dommage pour vous. Donc, non mais plus sérieusement, quand quelqu'un nous réduit une question de violence féminine, et ça c'est gravissime. En disant, je n'ai pas réduit, vous l'avez réduit, aujourd'hui. C'est du direct. Vous êtes ridicule. Oui, mais on va retrouver les replays. Aujourd'hui, il y a
Aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a un problème de violence à l'encontre des femmes, en particulier de violence sexuelle à l'encontre des femmes, en relation avec l'islam. Et quand on parle de violence sexuelle, ça n'est pas que le voile, ce sont aussi les mutilations sexuelles. Je vous rappelle le travail extraordinaire de Linda Veil-Curiel, qui est secrétaire générale de la Ligue du droit international des femmes, créée par Simone de Beauvoir, qui a fait interdire l'excision en France. L'excision est pratiquée dans les années 80 et dans les années 90, elle a été à l'initiative des Je ne vais pas vous arbitrer, je ne vais pas vous mettre d'accord. Et aujourd'hui, vous avez des mesures qui ont été mises en place justement pour pouvoir identifier les jeunes filles qui sont menacées de l'excision ou qui ont déjà subi l'excision. Ça concerne combien de jeunes filles en France? Ce sont des dizaines de milliers de filles, madame. Et je vous invite à aller sur le site de la Ligue du droit international des femmes. Il y a un rapport tout à fait détaillé sur le sujet. Et aujourd'hui, il y a même des discussions franco-allemandes très sérieuses dans le cadre bilatéral sur le problème de l'excision et des violences féminines dans le cadre de l'islam. Précis parce que monsieur est ignorant de la chose. L'excision est pratiquée par les pays subsahariens. C'est pas une tradition musulmane, contrairement au mensonge qui vient d'être proféré. L'Égypte la pratique un peu malheureusement. Elle est condamnée par les musulmans et toutes les écoles la condamnent parce que ça n'a rien à voir avec la circoncision. L'excision est une mutilation qui est condamnable malheureusement et qui est dans les traditions qui étaient préexistaient à l'islam. Ça, monsieur vous le dira pas parce qu'il le sait pas. Donc quand il parle d'excision en France, il me fait rigoler. L'excision n'est pas pratiquée par les chrétiens au Soudan. Ni par les Arabes. Elle n'est pas pratiquée par les chrétiens au Soudan. Elle est pratiquée par les musulmans. Elle est pratiquée par les musulmans au Soudan et en Égypte. Les Coptes ne pratiquent pas l'excision. Les Coptes ne pratiquent pas l'excision. C'est pas un débat sur l'excision. C'est pas un débat en plus. Pour revenir sur la famille là, moi je dis franchement, je condamne le fait qu'on les fait monter en épingle une affaire qui aurait dû rester privée. Je condamne. Est-ce qu'elle aurait dû justement ne pas intervenir, fermer sa bouche, si j'ose dire poliment, la garde des Sceaux et donner son avis sur le sujet? Malheureusement, il y a eu beaucoup de maladresse dans le dossier. Mais en réalité, moi, ce que je note, c'est que ce que je disais ce matin à la radio, c'est que cette jeune fille a 16 ans. Donc à 16 ans, on n'est pas formé politiquement. Elle a fait un coup de réaction. C'est une réaction épidermique qu'elle a eue. Et je la comprends parce qu'on a insulté, semble-t-il, son homosexualité. Après, sa réaction a été extrêmement disproportionnée vis-à-vis des crétins qui l'ont attaqué. De l'autre côté, l'éthique et la mesure sont des crétins. Et il n'y a pas de discuter. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui a une parole grossière et c'est grossier... L'enquête continue pour retrouver c'est normal. C'est normal, c'est pas normal. Elle a eu une parole grossière à l'encontre de qui? Est-ce que le Coran... C'était quand même assez grossier, j'ai pas envie de le répéter ici. Est-ce que le Coran est une personnalité juridique? Est-ce que vous connaissez Allah? Vous l'avez rencontré? Non, pas moi. C'est ridicule. Est-ce que c'est une personnalité juridique, Allah? Non. En France, il est interdit d'attaquer des personnes réelles. Allah n'est pas une personnalité juridique, cher monsieur. L'enquête a été classée, effectivement. Ce qui se passe, c'est que c'est pas le problème de savoir ce qui est ou pas. Ce qui tombe sous le coup de la loi, c'est le problème de savoir si ça blesse ou pas. Moi, j'allais dire, quand quelqu'un insulte Jésus, dommage. Mais vous savez... puis il va couper, c'est génial. Quand quelqu'un insulte Jésus, je parle civilisé et à chaque fois il s'énerve. Donc quand quelqu'un insulte Jésus, je trouve ça intolérable. Et les nazis, quand on insulte Hitler, trouvent ça intolérable aussi, cher madame. Et oui. Alors là, il est mal. Non, mais là, non. Les militants du Front National, quand on insulte Jean-Marie Le Pen, trouvent ça inacceptable également. En quoi Mahomet est plus sacré que n'importe quel autre homme sur cette planète? Parce qu'il y a 1 milliard d'individus qui y croient. Personne, évidemment, c'est pas plus sacré. Pour les bouddhistes, le Bouddha est sacré. Pour les chrétiens, Jésus est sacré. Cher monsieur, Moïse est sacré, est célébré. Mais cher monsieur, nous vivons dans une république laïque. Nous n'avons pas à reconnaître la sacralité des mythes d'autrui. La République laïque respecte les cultes des gens. Vous ne la respectez pas. Mais cher monsieur, merci. On termine là. Gamal Abina, Nader Halouch, pour ce débat plus qu'animé. Merci à vous. En tout